On va enchaîner avec la prochaine présentation avec Madame Aurélie Haroche, l'évolution de la presse en 2022, l'exemple du Journal international de médecine. Bonjour à tous. Ah, c'est pas si je suis trop petite. Pardon. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer de vous parler de l'évolution de la presse médicale française en vous donnant l'exemple du GIM, que je connais bien puisque je suis sa directrice déléguée et sa rédactrice en chef. Donc j'ai fait une présentation un peu académique. Je vais vous faire un petit peu d'histoire, même si je ne suis sans doute pas la meilleure placée ici pour parler de l'histoire de la presse médicale. Mais je vais quand même un petit peu en parler. Et ensuite, je vais vous raconter la naissance du GIM, l'avènement d'Internet, les nouveaux défis éditoriaux et économiques qu'Internet a posés à la presse médicale. Et ensuite, je vais vous parler de ce qui constitue aujourd'hui l'actualité de la presse médicale et notamment du GIM, c'est-à-dire l'alliance avec de nouveaux groupes. Donc, les liens entre la presse médicale et la médecine, c'est dès le début, avec la naissance de la presse en France, la Gazette de France est née, c'est Théophraste Renaudot, qui était médecin, qui a créé cette Gazette. Donc ça ne parlait pas de médecine, mais ça montre déjà que les médecins étaient intéressés par qu'est-ce qu'on peut faire avec la presse, comment est-ce qu'on peut transmettre des messages, et qu'il y avait déjà des ponts entre ces deux métiers qui sont pourtant très différents. Ensuite, je vous ai mis un exemple du concours médical qui est un peu l'ancêtre du GIM, c'est l'ancêtre de la presse médicale en France. On voit, et avec le concours médical, il y avait déjà le souci de à la fois présenter des innovations médicales, enfin de parler de la pratique médicale et de parler de la vie professionnelle des médecins. Le concours médical a participé à beaucoup de batailles à propos de la retraite des médecins, etc. Mais au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les revues médicales, c'est d'avoir des revues de sociétés savantes, et avec beaucoup de revues de chirurgie, puisque la chirurgie se prête particulièrement bien à l'exercice de la description, du partage d'expérience, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc on avait c'était surtout des revues de sociétés savantes et de chirurgiens qui racontaient. Et même avant ces deux revues que je présente ici, il y avait le baron Larrey qui racontait dans ses livres comment est-ce qu'il faisait des chirurgies sur les champs de bataille de Napoléon, etc. Et la presse médicale, c'est un des rares journaux à comité de lecture en langue française. Donc voilà. Et on voit dans l'exemple de la presse médicale, et on le voyait aussi dans la diapositive d'avant avec le concours médical, que déjà il y a un partenariat qui est obligé de se mettre en place avec l'industrie pharmaceutique pour pouvoir trouver des fonds, pour pouvoir financer la presse médicale. Et donc c'est ainsi que naît le GIM. Il est né il y a 43 ans, ce qui est exactement mon âge, parce qu'en fait le GIM c'est une histoire de famille. C'est mon père qui l'a fondé en 1979, donc le premier numéro est paru en octobre, et moi je suis née en novembre, donc vous voyez, c'était à peu près 2 naissances importantes pour lui. Je ne sais pas laquelle était la plus importante, je vous laisse juge. Donc, comment c'est né le GIM? Donc le GIM, c'est Gilles Laroche, qui est un jeune interne, et qui se dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent dans la presse médicale internationale, mais tout ça c'est en anglais. Moi je ne parle pas très bien anglais, et mes confrères ne parlent pas très bien anglais, et c'est très long, il faut que j'aille à la bibliothèque, et moi je dois soigner mes patients. Lui, il était interne de cardiologie. Et donc, il se dit, il faut que je puisse résumer ça pour que ce soit facile d'accès. Donc, ça ressemble un peu à l'application, sauf que là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence naturelle. Donc, je ne sais pas laquelle est la meilleure. Et donc, ce sont des médecins qui écrivent pour des médecins, qui commentent et qui disent, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, je vous le résume en français, je vous dis ce que j'en pense. Donc, voilà. Donc le GIM, donc c'est les années 80 et les débuts des années 90, c'est l'âge d'or de la presse médicale française. Donc c'est pas seulement pour le GIM, c'est aussi pour le quotidien du médecin, pour Impact, etc. Donc parallèlement au GIM, Gilles Laroche crée les abstracts, c'est-à-dire c'est des revues de spécialité. Donc on a tout un panel de journaux qui parlent de la médecine générale, ça c'était plutôt le GIM, et de toute la médecine spécialisée. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'à la fin des années 90, on a 2 crises qui s'ajoutent l'une à l'autre. On a la crise de la presse papier, qui touche d'abord la presse professionnelle, et on a le problème, c'est que l'industrie pharmaceutique a moins de budget publicitaire, et il ne faut pas le cacher, c'est quand même la première source de financement de la presse médicale en France, et ailleurs dans le monde. Et donc, la presse médicale commence à avoir de grands problèmes. Donc, il va y avoir des rachats à cette époque-là, et le GIM est racheté par un grand groupe de presse qui s'appelle Bertelsmann. Et à l'époque, Bertelsmann dit à Gilles Laroche,
ton site internet, ça m'intéresse pas, tu peux le garder, je te le laisse pour 1 euro symbolique. Très bien. Et donc, en effet, au début, le site internet, il y a 1000 personnes qui se connectent. À l'époque, en 1998, il n'y a pas beaucoup de médecins qui ont internet. Mais finalement, le gym papier va disparaître, comme beaucoup d'autres journaux papier, comme Impact par exemple. Et le gym va rester. Donc à l'époque, il y a 2 types de modèles qui existent. Il y a les journaux papier qui sont les sites internet qui sont juste un reflet du papier. C'était le cas du quotidien. C'était à peu près tout ce qu'on avait sur le quotidien internet, c'était le quotidien papier. Et puis on a le gym, par exemple, c'est un pure player, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'internet. Alors, le gym, Internet au début, bon, c'est des défis économiques, parce qu'au début, l'industrie pharmaceutique ne veut pas communiquer sur Internet parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit. On a la bulle Internet, mais en réalité, ça dure très peu de temps et il y a beaucoup de sites qui se sont cassés les dents. Et l'idée de faire payer les lecteurs, elle est inexistante, puisque le modèle de la presse professionnelle, c'était plutôt l'abonnement libre. Il n'y avait pas vraiment l'idée de faire payer les lecteurs. Ah, je suis partie trop loin, je sais pas comment je te repars comme ça. C'est ça, non, je suis partie très très loin. Ça va être la communication la plus rapide. Avant encore, oui, pardon. Vous avez encore le temps, ne vous inquiétez pas. Oui, excusez-moi. Ça va. Donc voilà, mais c'est aussi, ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est des défis éditoriaux. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on pourrait dire que Internet, c'était l'ADN du gym, puisque avec Internet, on va pouvoir donner accès encore plus facilement à de plus en plus de résumés, et on va pouvoir aussi beaucoup se spécialiser, et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très intéressant pour le gym, mais ça met on est face à des défis, c'est-à-dire qu'avant, la presse professionnelle, c'est quand même une presse tranquille, on est hebdomadaire ou mensuel, donc on n'écrit pas comme ça en actu, en quotidien, donc ça va forcer la presse professionnelle de devenir quotidienne, à se rentrer dans l'ère du scoop, donc ça pose des problèmes journalistiques, c'est-à-dire qu'il faut vérifier l'information plus rapidement, etc. Et puis il y a la frontière avec la presse grand public qui est plus poreuse qu'au temps du papier, et ça c'est intéressant parce que la presse professionnelle va devenir un peu un référent, et on va le voir encore plus avec la crise Covid, c'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer de transmission d'une information scientifique de meilleure qualité que celle qu'on trouve dans la presse grand public. Et donc ça croît encore avec ce qu'on a appelé le web 2.0, les réseaux sociaux, etc. Donc on a un nouveau rapport avec les lecteurs, et en fait il va y avoir un nouvel équilibre qui va se créer, c'est-à-dire qu'il faut le dire, avec la presse papier, l'emprise de l'industrie pharmaceutique était très forte. Voilà, les industriels téléphonaient pour dire « je voudrais que tu écrives ça plutôt comme ça », etc. Ça va complètement disparaître avec Internet. L'industrie va finir par travailler avec nous, mais ça va complètement disparaître. On ne va plus avoir ce rapport de servitude, et on va gagner un nouveau rapport avec les lecteurs qui vont devenir plus exigeants avec nous, qui vont commenter nos articles et qui vont nous forcer, qui vont un peu nous remettre en cause et nous remettre en question et nous dire je ne suis pas sûr que vous avez bien interprété cette étude, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant sur une nouvelle façon de faire de la presse et de faire de la presse spécialisée. Et ça s'est encore accéléré avec la Covid. Avec la Covid, on a vu c'était très important de décrypter l'information, et c'était la presse médicale, elle a pu jouer un rôle important, parce que c'était l'effervescence, on disait n'importe quoi, on entendait tout et son contraire dans les journaux, surtout à la télévision et sur Internet. Et donc la presse professionnelle, ça a pu être un espace de réflexion où on reste un peu en retrait par rapport à l'émotion et où on comprend ce que c'est qu'un raisonnement scientifique, et c'était assez important. Et parmi les défis qu'on a eu à relever pendant cette période, c'était qu'est-ce qu'on fait des préprints, puisque le matériau du gym, c'est la revue médicale, c'est donc ce qui a déjà été relu par les pairs, et là tout d'un coup on avait les préprints, alors qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les traite ou pas? Donc il a fallu qu'on réfléchisse à ça, qu'on présente les choses d'une façon différente, qu'on révolutionne un peu notre façon de faire. Et donc aujourd'hui, tout ça pour dire que je pense qu'on est passé, avec Internet, on a eu une démocratisation de la presse professionnelle, on s'est un peu libéré du joug de l'industrie, même si ça reste toujours un partenaire important, et on parle à plus de monde, et surtout on réfléchit plus à ce qu'on fait, c'est-à-dire à comment on traite l'information, à qui on donne la parole, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas si facile d'être un acteur indépendant. Donc le gym a été un acteur indépendant jusqu'à cet été. Et cet été, on a décidé de s'allier à Medscape, que je pense vous connaissez, qui est un très grand groupe de presse médicale international américain. Et donc, je pense qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on veut travailler
pour les médecins. Et notre défi, c'est de rester cette presse professionnelle qui est écrite par des médecins, parce que le gym, 80%, sauf moi à peu près, des rédacteurs du gym sont des médecins. Et on parle aux médecins, et c'est ça qui fait à peu près le ton particulier et qui fait qu'on comprend ce qu'attendent les professionnels de santé. Et on pense qu'on partage ça avec Medscape pour informer et aussi former les médecins. Donc voilà, pour conclure, on a fait face à de nombreux bouleversements, mais on s'est toujours relevé. On a vu notre rapport avec l'industrie évoluer, et maintenant on partage plus de défis, plus de choses avec la presse grand public, mais il faut qu'on garde quand même notre place spécifique pour former et informer les médecins. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez... Très bien. Pour répondre aux questions. Oui, moi, merci beaucoup pour cette présentation qui est très claire. Quelles sont les perspectives du gym ? Alors, une de nos perspectives, c'est la formation. On fait un peu de formation médicale continue maintenant, toujours avec cette idée que c'est une formation faite par des médecins, donc voilà, pour les médecins. Et c'est aussi d'être un peu plus, de mieux choisir, peut-être de mieux choisir nos sujets, de continuer à être de plus en plus sérieux sur ce qu'on choisit, comment on informe, etc. Et peut-être faire un peu plus de vidéos, même si je pense que l'écrit, ça reste toujours très important. Et la question qu'on se pose, c'est comment on peut construire avec vous la chirurgie de demain à travers la solution que vous proposez. Donc, ce qui rend les choses très intéressantes, surtout sur le plan de la formation. De la formation, on peut, alors nous, on est très souple, on peut faire plein de choses avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez nous dire, moi je pense qu'il faut faire une formation sur ce sujet, et donc on réfléchit ensemble à comment on bâtit notre formation, qu'est-ce que vous nous proposez, est-ce qu'on fait des quiz, des vidéos, etc. Et c'est comme ça qu'on travaille de façon assez souple, je dois dire. Et sinon, on peut vous interviewer sur si votre dada c'est la formation des jeunes médecins, on serait très content d'avoir votre point de vue, par exemple, sur le gym. Voilà. En ce qui concerne le nerf de la guerre, comment ça va financer quel rapport avec l'industrie, avec la loi sur la publicité médicale, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez vendre vos abonnements? Comment ça fonctionne? Donc avant ça fonctionnait, je l'ai dit, en gros on écrivait un peu sous la dictée, maintenant c'est très différent. Aujourd'hui on vend des bannières, c'est juste le laboratoire nous dit j'ai besoin de communiquer auprès des endocrinologues par exemple, donc on vend une bannière dans notre newsletter d'endocrinologie, mais il n'a aucun droit de regard sur ce que nous on a écrit dans notre newsletter. C'est comme ça en fait le principal rapport, ils sponsorisent des contenus sans avoir de droit de regard sur le contenu en lui-même. Et en même temps, ils font véhiculer leur support marketing, le nom des médicaments. Oui. Toutes les publicités renvoient vidéo, vers des choses comme ça renvoie vers. Ça renvoie vers leur site, vers leur descriptif de médicaments. Hubert Joannet. Oui, moi je trouve que c'est un excellent exemple de la conversion du journal papier en journal qu'on feuillette. Qu'on reçoit dans son mail tous les jours, et surtout qui parle de médecine. C'est-à-dire que quand on est un médecin spécialiste, en fait on est content de voir un peu ce qui se passe de temps en temps à côté, les problématiques des dermatologues, ça. Là, il y a eu récemment, je donne cet exemple que j'ai en mémoire, des articles sur le dernier congrès de la Société française de radiologie. Moi je trouve je lis ces articles-là parce que je trouve ça intéressant de comprendre comment raisonnent les radiologues pour le chirurgien que je suis, parce qu'on est tous impactés par l'imagerie. Et puis c'est facile, ça tombe dans le mail, là, paf, on lit 3 ou 4 articles, le reste ça ne nous intéresse pas, on le balance. Je trouve que c'est un excellent exemple de la version papier qu'on a connue et qui était d'ailleurs plus difficilement accessible que vers la version numérique. Est-ce que ça vous intéresse de faire un lien avec journalistique, web, avec l'Académie nationale de chirurgie, nos séances, parce qu'on traite tous les sujets? Mais oui, ça nous intéresserait beaucoup. Oui. Est-ce que c'est important, la médiatisation des séances de l'Académie, c'est quelque chose qui nous préoccupe, qui nous intéresse? Oui, j'ai déjà vu plusieurs choses à propos de ça. Oui. Il faut nous faire des propositions. Vous suivez l'actualité de l'Académie. Il y a énormément de choses. Et je pense qu'il y a peut-être matière à mettre en place quelque chose pour en parler. C'est la caisse de résonance qui est importante. C'est pareil d'ailleurs pour l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui qui peuvent être intéressés par l'activité de l'Académie et par son label en fait. Oui.
Bon, j'ai un peu l'impression que j'ai la réponse, mais ce que j'aimerais, c'est avoir votre point de vue personnel sur comment vous positionnez sur le plan éditorial par rapport au quotidien du médecin, qui est quand même voilà, une source d'information excessivement importante pour nous en général. Hein. Alors le quotidien du médecin va un peu plus aborder les questions professionnelles. Nous, on est plus sur la revue de... On fait beaucoup de l'actualité professionnelle aussi, mais on fait plus de la revue de ce qui est paru dans les grandes revues médicales, etc. On est un peu plus spécialisé que le quotidien. Comme à l'origine de... Voilà, comme à l'origine. Ah oui, on n'a pas... L'ADN n'a pas changé. C'est ça qui fait la différence avec le quotidien. On est des complémentaires. Voilà. On n'est pas des concurrents, on est complémentaires. Très bien, d'autres questions? Oui. Avant de conclure, moi je voudrais remercier tous les intervenants, toutes ces plateformes qui contribuent à la formation et à l'information des médecins en général et qui contribueront prochainement avec les jeunes chirurgiens et avec l'Académie de chirurgie à construire la chirurgie du futur, notre sujet phare pour 2022 mais aussi pour 2023. Merci. Merci à tous et à bientôt. En ligne, vous pouvez retrouver la séance sur YouTube, il n'y a pas de problème.